Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui dans Board Game 101, on va regarder le jeu Blood Rage, un jeu de viking qui a été publié par la compagnie Cool Mini or Not en 2015 et qui a été designé par Eric Lang. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui dure de 60 à 90 minutes. Le but du jeu est d'amasser le plus de points de gloire durant les 3 heures de jeu pour pouvoir impressionner le plus les dieux et avoir sa place aux côtés d'Odin. Les mécaniques de jeu qu'on retrouve dans Blood Rage, il y en a plusieurs. C'est dur de dire quelle est la mécanique principale dans ce jeu. On a une mécanique de recrutement de cartes. À chaque début d'âge, on va recruter des cartes pour se monter une main carte. Ensuite, on va devoir la gérer tout au long du tour de jeu dans la phase d'action. On a aussi une mécanique de contrôle de territoire. On a différents territoires sur le plateau où on va avoir lieu les différents affrontements aussi avec les adversaires. On a un système de points d'action. Chacun de nos tours, on va avoir un certain nombre de points d'action qui va être équivalent à nos points de rage, la rage de notre clan. Et certaines actions vont coûter plus qu'un point de rage. À ce moment-là, il faut gérer comment on va utiliser nos points pour faire nos différentes actions. Finalement, on a des pouvoirs variables avec les différentes améliorations qu'on va pouvoir mettre sur notre clan ou nos guerriers ou notre leader ou notre bateau. On va pouvoir recruter des monstres aussi qui sont uniques. On va personnaliser un petit peu notre clan en cours de partie. Et finalement, on retrouve un petit système d'action simultanée quand on va aller combattre. Chaque joueur va placer une carte devant lui en simultané. On va révéler ensuite pour faire l'issue du combat. Alors, plusieurs mécaniques. Premièrement, je voudrais spécifier que la version de Blood Rage que j'ai pour faire cette vidéo, c'est la version Kickstarter. Donc ce jeu a été lancé sur la plateforme de financement Kickstarter l'année dernière et il a été lancé en 2015. Alors il y a certains jetons qu'on retrouve seulement dans cette version-là que vous n'aurez pas avec la version en magasin. Première chose, ici on a le plateau de joueurs. Chacun des joueurs va recevoir tout ça. On a premièrement le plateau de notre clan. On a chacun des clans qui sont représentés par un animal. On a ici le clan du loup. Le clan change vraiment rien, c'est purement esthétique. C'est tellement esthétique que dans chacun des clans, les figurines sont différentes. Alors la compagnie est vraiment allée solide dans la fabrication de miniatures pour ce jeu. On a premièrement la figurine de notre leader, qui est celui qui a un drapeau. On peut le placer ici sur notre plateau. Lui, c'est le plus fort. Il commence avec une attaque de 3. Et vous avez 8 guerriers qui sont en haut, qui ont tous une valeur de 1. Et on a aussi un petit bateau de notre couleur qu'on va pouvoir placer sur le plateau. Sur notre fiche de clan, on a 3 éléments différents qui sont ici. L'élément rouge, ça représente les points de rage qu'on va avoir à chacun des tours. En bleu, la hache, ça représente le nombre de points de gloire qu'on va obtenir à chaque victoire dans un combat. Et en bas, le petit casque, c'est le nombre de figurines qu'on peut avoir sur le plateau en même temps. Alors, on commence avec les 3 caractéristiques du clan au plus bas niveau. Donc 6 de rage, 3 points de victoire à chaque combat gagné et 4 figurines sur le plateau. Vous voyez, les jetons sont personnalisés avec les clans. Ça, c'est un exclusif de la version Kickstarter. Dans l'édition de base, vous avez des petits jetons en carton comme ça à la place. Vous allez commencer avec 6 points de rage, que vous allez placer le 4e jeton sur les 6 points de rage. Les points de rage sont le nombre de points d'action que vous avez dans votre premier tour. Et après ça, ça va dépendre comment vous avez avancé la rage de votre clan. Vous avez différents endroits pour placer des améliorations sur votre plateau. Vous pouvez placer 3 améliorations de clan qui sont en haut. 2 améliorations de monstres qui vont ici, qui vous donnent des monstres uniques. Une amélioration pour votre leader. Une amélioration pour vos guerriers. Et en bas, vous avez un résumé des 5 actions que vous pouvez faire pendant la phase d'action. Sur le plateau, on retrouve des territoires qu'on appelle des provinces. Chacune des provinces va avoir un nom différent. Et on a aussi des regroupements qu'on appelle des régions. On a la région des provinces jaunes, la région des provinces bleues et la région des provinces grises. Dans chacune des provinces, on a des endroits où on a des villages. On peut avoir une seule figurine par village. Alors, si on a déjà 3 personnes ici, on ne peut pas avoir d'autres personnes dans cette province-là. On a aussi dans chacune des provinces un jeton de pillage, qu'on va essayer que les joueurs vont essayer de venir piller pour améliorer leur clan ou faire des points de gloire.
Quand il est pillé, on va le retourner de côté et on peut seulement le piller une fois par âge. Rendu au deuxième âge, il va revenir de l'autre côté. On va pouvoir le piller à nouveau. Au centre du plateau, on a Yggdrasil, qui est un territoire où il n'y a pas de village. Ça veut dire que les places sont illimitées. Yggdrasil, le légendaire arbre de vie. Son jeton de pillage est très fort parce qu'il permet d'augmenter les 3 caractéristiques du clan. Alors, si quelqu'un réussit à le piller, c'est très bon de venir le chercher. Par contre, le désavantage, c'est qu'il est adjacent à tous les territoires. Alors, dès qu'on essaie de le piller, tout le monde peut venir s'en mêler. Vous allez avoir la piste de points de gloire qui fait le tour du plateau. On a chacun des jetons avec les couleurs des différents clans qui sont placés à 0 au départ. Dernière chose à placer sur le plateau en début de partie, on va faire certaines régions vont être détruites par le Ragnarok, qui est l'apocalypse, et on va piger au hasard un certain nombre de tuiles du Ragnarok. Chacune des tuiles de Ragnarok est identifiée à la province. Dans une partie à 2 joueurs, on va détruire 3 provinces. Alors, on va piger 3 jetons Ragnarok et on va les placer sur ces provinces-là. Ces provinces-là sont détruites. On ne pourra pas y aller durant la partie. Par la suite, on va avoir une province qui va se faire détruire à chacun des tours sur le plateau. Le Ragnarok va continuer à détruire les différentes provinces sur le plateau. Le dernier plateau à préparer, il faut qu'on prépare les différentes cartes pour chacun des âges. Le plateau est divisé en 3, l'âge 1, l'âge 2, l'âge 3. Et on a un paquet de cartes qui est identifié avec le numéro de l'âge. On va mélanger les différents paquets. Si jamais on joue à 3 ou 2 joueurs, on va retirer des cartes du paquet. On a certaines cartes qui vont être identifiées 3+ pour une partie à 3 joueurs et plus. Alors à 2 joueurs, on va toutes les enlever. Et on a la même chose de 4+, on va enlever ces cartes-là de la partie parce que je vais simuler une partie à 2 joueurs. Alors, on place le reste des cartes dans le bon âge. On va ensuite piocher 3 jetons de Ragnarok. On va placer face visible. On va alors savoir quelles provinces vont être détruites pendant la partie. La première province qui va être détruite à la fin de l'âge 1, on va placer ce jeton-là dessus pour se rappeler pendant le tour de jeu que cette province-là va être détruite à la fin du tour. Si jamais on a des guerriers dans cette province-là, quand le Ragnarok va frapper, chaque guerrier qui va mourir dans le Ragnarok va me rapporter 2 points dans l'âge 1, 3 points dans l'âge 2 et 4 points dans l'âge 4. Parce que les dieux, ça les impressionne, des guerriers qui sont courageux et qui meurent dans le Ragnarok. Finalement, on a le plateau du Valhalla qui est ici, qui est l'endroit où les guerriers qui meurent vont être placés. Et à la fin de chacun des âges, les guerriers du Valhalla vont être libérés. Et si on a des bonnes améliorations de clan, ça peut même nous donner des points de libérer des guerriers du Valhalla. Ça va encore une fois impressionner les dieux, ça va nous donner des points de gloire. On est donc prêt à commencer la partie. La première phase de jeu s'appelle le cadeau des dieux. C'est dans cette phase-là que les joueurs vont recevoir des cartes. Comme on est à l'âge 1, on va prendre le paquet de cartes 1. Chacun des joueurs va recevoir 8 cartes. Et on va commencer le recrutement de cartes. Donc les joueurs ne gardent pas les 8 cartes qu'ils viennent de recevoir. On va faire un recrutement de cartes à la 7 Wonders. Alors chaque joueur va choisir une carte, va passer le paquet au prochain joueur, il va choisir une carte et on va répéter jusqu'à ce que les joueurs aient conservé 6 cartes parmi les 8. Comme on joue à 2 joueurs, il y a une petite différence. Les joueurs vont faire du recrutement 2 cartes à la fois. Alors, ça va aller un petit peu plus vite à 2 joueurs. Les sortes de cartes, premièrement, vous avez des cartes rouges qui sont les cartes de combat. Donc, ces cartes-là vont avoir une valeur qui est ici, qui va s'ajouter à la force de vos guerriers pendant un combat. Et le total, celui qui a le plus haut total, va remporter le combat. Si jamais il y a une égalité, tout le monde perd le combat. Pas d'égalité dans les Vikings. Et certaines cartes aussi ont des pouvoirs qui sont écrits en bas. Certaines cartes peuvent vous donner des points de gloire si vous réussissez à gagner le combat avec cette carte-là. Ou vont vous donner un bonus sur votre pillage, vont vous donner une autre statistique de clan que vous allez pouvoir augmenter. Plein de pouvoirs différents avec les cartes de combat. Ensuite, on a les cartes vertes qui sont les cartes de quête. Les cartes de quête, il faut les activer pendant la phase d'action. Et si à la fin de l'âge, on réussit à faire la condition de la quête,
Dans ce cas-ci, ça serait d'avoir le plus de force dans une des 3 provinces de la région bleue. À ce moment-là, on va faire 5 points de victoire et on va aussi augmenter une de nos statistiques de clan de 1. Alors, ça peut être une bonne façon d'augmenter son clan et de faire des points, de réussir quelques quêtes. Vous avez ensuite les cartes noires, qui sont des cartes d'amélioration, qui vont être jouées tout autour de votre plateau, dépendant si c'est une amélioration de guerrier, de votre chef, des améliorations de clan, puis on a aussi les améliorations de monstres qui sont placées là. Alors, dépendamment, là, ça va être écrit sur le côté, c'est quelle sorte d'amélioration. Le coup ici, c'est le coup en rage pour jouer l'amélioration, et vous allez la placer, et vous allez gagner l'effet de cette amélioration-là. Si jamais vous jouez une amélioration qui est un monstre, vous allez le placer dans une de vos 2 endroits pour l'amélioration de monstre ici. Et vous allez gagner la figurine du monstre en question. Vous allez lui placer une base de votre couleur. C'est pour ça qu'on a des bases à côté. On lui place une base de notre couleur. Et on peut aller le placer sur le plateau par la suite. La valeur du monstre, sa valeur en force est écrite sur sa carte. Et ça va être aussi la valeur en rage. Si jamais il meurt et on veut le retourner sur le plateau, il va falloir payer cette valeur-là. Mais chacun des monstres a une habilité spéciale aussi. Alors, c'est les différentes sortes de cartes qu'on peut jouer pendant notre tour de jeu. Maintenant qu'on a fini la phase de cadeau des dieux, on peut avancer le marqueur qui est ici. En même temps, ça nous rappelle où on est rendu dans l'âge. On s'en va à la phase d'action. C'est la phase qui est la plus longue. C'est là que les joueurs vont dépenser leurs points de rage pour faire différentes actions, pour aller placer des figurines sur le plateau, aller piller les villages, aller faire des combats, placer des améliorations ou jouer des quêtes. Les 5 actions que vous pouvez faire sont décrites sur votre plateau ici en bas. Ça vous fait un petit aide-mémoire en même temps. On va regarder les différentes actions qu'on peut faire. Le premier joueur, ce qui va être le joueur qui est né le plus au nord, va prendre le jeton de premier joueur et il va changer de joueur à chacun des tours. Première action qu'on peut faire, c'est de faire une invasion. Une invasion, ça veut dire qu'on prend un personnage de notre réserve et qu'on s'en va le placer sur le plateau. Si on veut faire une invasion avec des guerriers, ça va nous coûter 1 de rage pour emmener un guerrier sur le plateau. Le bateau coûte 2 de rage à amener. Lui, on ne le met pas sur les villages, on va le mettre dans les fjords qui sont sur le plateau à différents endroits, qui sont entre 2 provinces, qui va nous donner un bonus en combat. Si jamais je veux faire une invasion avec mon leader, lui, il ne me coûte aucun point de rage à déployer. Alors, je peux l'envoyer gratuitement sur le plateau. Je pourrais dire, je fais une invasion avec mon leader jusque-là. Ça ne me coûte pas de point de rage, alors je n'en perds pas. Ça serait au joueur suivant. Le joueur suivant pourrait dire, je prends un de mes guerriers et je fais une invasion ici. Et ça me coûte 1 point de rage, alors il tombe à 5 points de rage. On revient au clan du loup. La deuxième action possible qu'il peut faire, il pourrait faire une marche. Pour faire une marche, il va choisir une province où il a des guerriers. Exemple, il a son leader qui est ici et il pourrait faire une marche, c'est-à-dire qu'il va le déplacer. S'il avait plus qu'un guerrier, il pourrait tous les déplacer vers un autre territoire, une autre province où il y a de la place. Si c'est Yggdrasil, les places sont illimitées, mais s'il a voulu s'en aller ici, s'il y a de la place, il peut faire ce déplacement-là. On n'est pas obligé de se déplacer d'une province qui est adjacente. Une marche coûte 1 point de rage à faire. Alors, on va dire qu'il va rester au milieu et il tombe à 5 points de rage. Par la suite, le joueur suivant va regarder ses cartes et on va dire qu'il va jouer une amélioration. Il va jouer l'amélioration qui est ici. Le coût de l'amélioration est ici. Ça veut dire que pour jouer cette amélioration-là, ça lui coûte 1 point de rage. C'est une amélioration de guerrier. Alors, il va venir la placer sur son plateau au bon endroit. Il va payer 1 point de rage. Maintenant, ces guerriers, pour chaque paire de guerriers, il a un total de 3 de force. Alors, il a joué une amélioration. Ça revient au clan du loup. Le clan du loup va regarder ses cartes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va essayer de s'activer une quête. Il va prendre une de ses quêtes et il va la placer face cachée sur son plateau de clan. Cette quête-là est activée. Ça veut dire que s'il réussit à la faire à la fin de l'âge, il va faire des points.
On revient au joueur bleu. Le joueur bleu, lui, pourrait décider de piller, la dernière action possible que je n'ai pas montrée. Si jamais il veut piller, il doit piller un endroit où le jeton est disponible et il doit piller un endroit, évidemment, où il a des guerriers. S'il décide de piller, tous les joueurs, en partant vers le prochain joueur, là on est juste deux, donc le joueur, s'il a des figurines dans une province qui est adjacente à la province qu'il veut piller, il peut décider d'amener sa figurine pour essayer d'empêcher le joueur de piller. Alors les joueurs vont maintenant tomber en combat. Et si le joueur bleu qui a déclaré le pillage gagne le combat, il va gagner le jeton de pillage. Dans ce cas-ci, on se réfère aux symboles qui sont sur notre fiche de clan. Il augmenterait sa statistique de 1 s'il réussit à faire son pillage. Il doit gagner le combat. Le leader du clan rouge vaut 3 points de force. Le guerrier du clan bleu vaut 1 de force. Alors là, les joueurs vont jouer secrètement une carte de leurs mains pour savoir qui va remporter le combat. Chacun des joueurs va se choisir une carte et ils vont la placer devant eux. Une action simultanée. Lorsque c'est fait, les joueurs vont révéler la carte. Le joueur bleu a joué une carte qui donne plus 5. Ça veut dire qu'il a maintenant une valeur totale de 6 au combat. Et le joueur rouge a joué une carte qui donne 2. Alors, il a une valeur de 5 au combat. Le joueur bleu gagne le combat. Le gagnant va défausser sa carte. Le perdant va récupérer sa carte. Les figurines du perdant vont mourir, vont être envoyées au Valhalla. Et il a réussi son pillage. Il va tourner le jeton. Il va augmenter sa statistique de clan. Il peut maintenant avoir 5 figurines sur le plateau. Comme il a gagné un combat, chaque fois que vous allez gagner un combat, vous allez gagner des points de gloire qui sont égaux à votre statistique de hache. La hache est à 3. Le joueur bleu vient de marquer 3 points en gagnant son combat. Par la suite, on retournerait au joueur rouge qui continuerait à faire ses actions, à placer des quêtes, des améliorations, faire des invasions avec ses personnages, jusqu'à temps que une des deux conditions arrive. Soit que les deux joueurs n'ont plus de rage, à ce moment-là, le tour est terminé, la phase d'action est terminée, ou lorsque tous les jetons du plateau sont pillés, à ce moment-là, le tour serait terminé. Ça va se continuer et ensuite, la phase d'action va se terminer là. Une fois que la phase d'action est terminée, on peut avancer le jeton ici. On arriverait à la phase de défausse. La phase de défausse, les joueurs vont défausser les cartes qui leur restent en main, sauf une carte. Ils peuvent emmener une carte à l'âge 2. Alors lui, il pourrait choisir de garder cette carte-là et défausser les autres. Le joueur ici pourrait garder cette carte-là et défausser les autres. Ensuite, on irait à la phase de quête. Les quêtes qui ont été activées par les joueurs. Le joueur ici avait activé une quête. Il devait avoir le plus de force dans une des provinces de la région jaune. S'il a réussi sa quête, ça va lui donner 5 points de gloire et il va augmenter une de tes statistiques de clan de 1. Il va choisir quelle statistique il va augmenter à ce moment-là. Par la suite, quand les quêtes sont terminées, on s'en va à la phase de Ragnarok. Donc, Ragnarok s'en venait ici, parce qu'on avait le jeton pour nous avertir. Tous les guerriers, les figurines qui sont là, meurent automatiquement, s'en vont vers là. Les figurines qui sont mortes par Ragnarok vont donner 2 points de victoire. Le joueur bleu ferait 2 points de victoire à ce moment-là. Et finalement, on arrive à la dernière phase de l'âge 1. On va libérer les armes qui sont au Valhalla. Alors, les joueurs vont récupérer les figurines qui étaient au Valhalla. Ça termine l'âge 1. Ensuite, on arriverait au début de l'âge 2. On va refaire la phase 1 qui est les cadeaux des dieux. Les joueurs vont recevoir des nouvelles cartes. On va replacer nos points de rage, dépendamment là, si on a amélioré nos clans. On va peut-être avoir plus de rage dans les tours qui s'en viennent. Et on va recommencer comme ça jusqu'à temps qu'on ait terminé les 3 âges de jeu.
sur vos fiches de clan, vous remarquez que à la fin ici, si vous emmenez une statistique de clan au maximum, elle va vous donner 20 points bonus à la fin de la partie. Si jamais vous emmenez une statistique dans les 2 cases avant la dernière, ces cases-là valent 10 points. Alors un joueur qui augmenterait ses statistiques de clan, les 3 au maximum, pourrait faire un bonus de 60 points à la fin de la partie. Alors on additionne ce bonus-là avec les points qu'on a amassés durant la partie. Et le joueur qui a le plus de points de gloire sera le gagnant. C'est comme ça qu'on joue à Blood Rage. Je vous reviens avec mon opinion. Qu'est-ce que je pense du jeu Blood Rage? On va regarder les composantes du jeu. On a un beau grand plateau avec les points autour, un classique, toujours utile. On a... on peut pas... Ce jeu-là, les figurines. Sérieusement, les figurines... J'ai joué à beaucoup de jeux de miniatures, beaucoup de jeux même de cette compagnie, Cool Mini or Not, sont réputés pour faire des belles figurines. Dans Blood Rage, ils ont même fait des figurines différentes pour chacun des clans. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Tous les clans auraient pu être pareils, puis on aurait pu avoir des bases de différentes couleurs, mais non. Chaque clan a un design différent et c'est vraiment débile, les figurines dans ce jeu. Les monstres aussi sont vraiment fous. Des monstres de la mythologie, des gros géants, des trolls, des choses comme ça. Donc des monstres qui sont brutales. À part les figurines, on a les différents plateaux. Le plateau de clan, très bien, la manière qu'on place nos jetons, on avance nos statistiques, on place nos améliorations tout autour, on a le petit résumé des actions en bas. Donc vraiment complet là, pour aider les joueurs à bien fonctionner pendant une partie. On a aussi le plateau qui suit les différents âges. Le fait d'avancer le jeton au fur et à mesure qu'on fait les différentes phases, ça nous permet de rien oublier. On n'a pas besoin de tout mémoriser ça non plus. On a juste à suivre une phase à la fois avec le jeton. On a fait les actions, après ça on s'en va là, on défausse nos cartes, on s'en va, ainsi de suite. Donc très bien visuellement aussi, on voit les provinces qui vont être détruites par le Ragnarok, on voit les points que ça donne. Donc, beaucoup d'aides visuelles sur les différents plateaux. C'est une très bonne utilisation là, des différents plateaux dans Blood Rage. On a ensuite les jetons là, qui sont en carton ou les jetons Super Kickstarter, je vous ai montré. Dans le jeu de base, ils ne sont pas là, c'est juste qu'ils seront remplacés par des jetons de carton. Mais ils sont quand même très bien, très bonne qualité. Côté artistique, encore une fois, c'est très beau. Toutes les figurines, les dessins, le plateau sur les cartes. Donc, tout est vraiment là, très immersif dans l'univers des Vikings avec le côté artistique de Blood Rage. Au niveau de la complexité, c'est un jeu qui peut faire peur. Il a l'air d'un jeu compliqué. Une fois qu'on a joué une première partie, on s'aperçoit que c'est plus simple qu'on pense. La difficulté lors d'une première partie, c'est qu'on ne connaît pas les différentes stratégies et qu'on commence, paf, avec un recrutement de cartes au début. Mais là, on est comme, j'ai des cartes, lesquelles je garde? Faut-tu que je garde plein de quêtes? Faut-tu que je garde plein de cartes pour me battre? Faut-tu que je garde des améliorations? Qu'est-ce que je garde? Ça peut être mélangé une première partie, là, à savoir qu'est-ce qu'on veut garder, c'est quoi les différentes stratégies aussi là, pour faire des points là-dedans. Une fois qu'on a fait le premier âge, on arrive au deuxième, on a un petit peu plus compris comment ça marche, comment je vais aller faire des points, comment je vais améliorer mon clan et tout ça. À ce moment-là, ça devient de plus en plus facile. Une deuxième partie, là, ça fonctionne beaucoup mieux à ce moment-là pour Blood Rage. Le jeu se joue environ 1 heure une fois qu'on sait jouer, ce qui est quand même rapide pour un jeu comme ça, ce qui est un autre point positif, je pense. Si une partie avait duré 3 heures, on dirait qu'on serait un petit peu tanné. Ce que je trouve bizarre dans Blood Rage, c'est que je peux pas vous dire c'est quoi la mécanique principale du jeu. On dirait que c'est vraiment la fusion des mécaniques dans le jeu qui font que la fluidité des tours de jeu à ce moment-là. On dirait qu'on a un contrôle de territoire, mais pas vraiment. C'est pas vraiment l'essentiel du jeu. Je pense que l'essentiel du jeu, c'est plus les cartes. Savoir quelle carte je veux choisir, quelle stratégie je m'enligne. Est-ce que je veux une stratégie où je vais aller me battre beaucoup pour faire beaucoup de points avec mes victoires, puis aller piller beaucoup? Ou est-ce que je veux faire une stratégie où je vais perdre, je vais envoyer mes soldats dans le Valhalla, puis je vais prendre des améliorations qui me donnent des points quand ils reviennent du Valhalla? Il y a plusieurs façons de faire des points. Je peux essayer d'améliorer mes clans au maximum, puis aller chercher les 60 de bonus, qui c'est immense. En plus, mes statistiques sont vraiment bonnes, fait que je vais être bon dans tout. Il y a plein de stratégies différentes pour faire des points, ce qui est aussi vraiment cool.
C'est rare les jeux qui récompensent les gens qui perdent en combat. Mais dans ce jeu, tu peux perdre des combats, tu peux perdre tous tes combats puis gagner la partie si c'est ta stratégie pour faire les points. Fait que c'est vraiment ingénieux de la manière dont ça fonctionne. Pour le nombre de joueurs, je vous dirais, le jeu joue de 2 à 4. À 2, je ne l'ai pas testé, mais d'après moi, ça ne doit pas être l'idéal. 3-4, c'est vraiment le fun. Le plateau, vu qu'on détruit des provinces au début, c'est pas long avant qu'on s'attaque, qu'on fasse des combats et qu'on fasse des points et du pillage. Fait qu'on passe pas notre temps à aller se placer dans un coin tranquille. Il n'y en a pas de coin tranquille. On se bat, puis on fait des points. On est des Vikings, là, on veut se battre. Fait que ça, c'est bon. C'est la version Kickstarter. Il venait quelques petites extensions dedans. Je pense qu'ils sont toutes disponibles séparément. Premièrement, vous avez une extension pour vous jouer à 5 joueurs. À 5 joueurs, la différence, bon, on a un nouveau clan. La différence, c'est qu'on détruit aucune province au début. Puis on va ajouter dans le paquet de cartes des cartes qui sont 5+, qui venaient aussi dans cette extension-là, qui nous permet de jouer à 5. Je ne sais pas si 5, ça serait peut-être un peu trop pour ce jeu-là. Je ne l'ai pas testé. Ensuite, vous avez l'extension des mystiques. Donc les mystiques, vous avez 2 figurines de mystiques pour chacun des clans qui viennent avec ça. Et vous avez des cartes d'amélioration pour les mystiques qui vont être mélangées dans les paquets. Quand vous allez acheter ces améliorations de clans-là, vous allez les placer sur votre plateau de clan et vous allez gagner une figurine de mystique dans votre réserve. La figurine de mystique a une valeur de force de 2. Et sur la carte de clan, d'amélioration de clan que vous allez acheter à ce moment-là, il va y avoir une habilité qui va être écrite. Cette habilité-là va être donnée à votre mystique en plus de sa valeur de 2. Si jamais vous jouez une deuxième carte d'amélioration de clan avec un mystique, vous allez gagner votre deuxième figurine de mystique. Et si c'est une nouvelle habilité, tous vos mystiques vont avoir les 2 habilités des 2 cartes. Alors, ça ajoute un petit peu de variété sur les guerriers qu'on peut avoir avec les mystiques, les différents mélanges avec les habiletés qu'on peut avoir avec cette petite extension-là. Dernière extension, c'est l'extension des dieux. Dans cette extension, vous allez avoir des figurines qui représentent les différents dieux et vous allez avoir des cartes aussi qui représentent les différents dieux. Ici, on a la figurine de Odin sur son trône, qui est le père des dieux. Vous allez au début de la partie choisir au hasard avec les jetons de Ragnarok 2 provinces et vous allez piger 2 cartes de dieux. Il va y avoir seulement 2 dieux dans chacune des parties. Vous allez placer le dieu dans une province. Il ne peut pas avoir 2 dieux à la même place. Votre figurine de dieu, elle n'occupe pas une place dans un village. Elle est vraiment juste dans la province. Et si quelqu'un va faire l'action de pillage, qu'il réussisse ou pas, il va faire l'action qui est écrite sur la carte du dieu. Ça peut être de vous donner un bonus, différentes choses, ou changer les règles du combat aussi, dépendant de quel dieu va être dans la province. Après avoir effectué votre pillage, vous allez déplacer le dieu dans une autre province. Vous allez l'envoyer dans une province qui n'a pas été pillée ou une province qui n'a pas été détruite, évidemment, et une province qui n'a pas d'autres dieux. Alors, on aurait Odin, on a Thor ici avec son marteau, on a Loki, les dieux qu'on peut utiliser. Il y en a 3 autres aussi, là, il y a 6 dieux en tout. Ils viennent avec les figurines et les cartes pour ce mini-extension. Alors, ça rajoute un petit peu de variété. Si vous avez joué plusieurs parties et que vous voulez racheter quelque chose de nouveau, ben ces petites extensions-là peuvent être bons à acheter, à vous procurer. Par contre, je ne les ai pas essayés. Je ne peux pas vous dire si ça rajoute trop de règles ou pas, mais selon moi, c'est vraiment des petits ajouts là, qui sont subtils, qui devraient bien agencer les mystiques en plus que les dieux. Je pense que ça va vraiment acheter un peu de variété, puis ça ne changera pas tout le jeu non plus. C'est pas tout le monde qui va se garrocher dans les mystiques. Mon appréciation de Blood Rage, je vais lui donner la note de A. Un excellent jeu. Un jeu où les mécaniques se marient très bien, une belle thématique viking, des figurines folles, vraiment belles, vraiment un très très bon jeu, le jeu Blood Rage. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine et continuez de lire.